Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet qui m'a personnellement touché et donc c'est un sujet, donc évidemment chacun aura un avis tranché sur la question, ou d'autres pas du tout. Vous commencez un petit peu à me connaître, j'aime bien aborder des sujets et puis on peut en débattre, on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Alors cette vidéo, elle rentre parfaitement en résonance avec le sujet de pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. La principale raison, c'est de partager avec vous mes petites expériences motardes, de jeunes motards on va dire, et de faire un échange avec vous. J'ai tellement appris de choses dans les commentaires des vidéos précédentes, des différents sujets que j'ai abordés. C'est tellement enrichissant. Et les mecs dans les commentaires sont 1000 fois plus intéressants que les youtubeurs qui sont à l'origine de la vidéo. Et ça, c'est un truc que je retrouve souvent, et sur ma chaîne plus encore. Parce que voilà, dans les commentaires, les mecs, ils ont beaucoup plus d'expérience, ils ont beaucoup plus de recul, etc. Donc c'est super enrichissant de partager des choses avec vous. Et donc ce sujet-là, il est pour moi douloureux. Je l'ai un peu mûri avant de l'aborder, parce que ça a été vraiment douloureux. Et à l'heure d'aujourd'hui encore, je vais en parler. Ça va être difficile, c'est pas simple, je vais pas vous mentir, c'est pas simple. Mais si je ne partage pas ce genre de choses, autant fermer la chaîne, supprimer les vidéos et puis terminer, quoi, basta. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, le sujet de cette vidéo, c'est le dilemme du papa motard ou maman motarde, mais j'imagine que maman motarde, c'est tout ce que je vais dire fois 1000. Mais bon, bref, voilà. Alors ce dilemme de papa motard, il m'est arrivé bien avant mon accident. Et j'imagine que énormément de jeunes papas se posent la même question. On vient d'avoir un enfant, on a une responsabilité gigantesque sur les épaules, et pourtant on roule en moto, on risque sa vie. Et est-ce bien raisonnable? Ça, c'est le premier dilemme. Et je l'ai eu très vite en fait, je l'ai eu à la naissance de mon fils, et ça m'a travaillé pendant un moment. Et pour exorciser ça, quand ils étaient encore à la maternité, quand ils venaient de naître, j'ai pris la bécane et je suis parti les voir en bécane, justement pour ne pas avoir de temps mort et douter, parce que il y a de fortes chances que il y aurait eu de fortes chances que j'arrête la moto définitivement, parce que voilà, quand on commence à se poser toutes ces questions, quand on met dans la balance l'avenir de sa famille et un plaisir ou un hobby ou ce que vous voulez, enfin une passion, vous l'appelez comme vous voulez, évidemment la passion, le hobby, ça fait absolument pas le poids. Voilà, donc bon, bref. Donc très vite j'ai exorcisé ce dilemme en allant à la maternité en moto. Mais ce dilemme-là, il est revenu fois 1 million après mon accident, et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé pour que vous compreniez pourquoi ce dilemme-là m'est arrivé aussi violemment. Je ne vais pas vous raconter l'accident, je l'ai fait dans une autre vidéo. Mais voilà, juste pour que vous compreniez pourquoi ce dilemme a été ultra violent chez moi. C'est parce que j'ai vécu les 24 heures les pires de toute ma vie. Je ne souhaite ça même pas à mon pire ennemi. Je souhaite ça absolument à personne, parce que ça a été les 24 heures les pires de toute ma vie. Je vous explique rapido. Les urgentistes m'ont amené donc aux urgences et ils m'ont fait passer un scanner dans les 5 minutes qui suivent en arrivant, quoi. Ça a été assez rapide, puisque en général j'imagine que le protocole dans le genre d'accident de moto, c'est passer un scanner complet. Et donc j'ai passé un scanner, et le scanner, il m'a sorti une liste de fractures absolument invraisemblable, dont une en particulier qui a absolument pourri
tout mon week-end et qui m'a fait gamberger pendant 24 heures, mais je vous raconte pas. Une fracture de la cervicale C2. Donc la C1 c'est celle qui est tout en haut, la C2 c'est celle qui est juste en dessous. Donc ça se situe au niveau derrière la tête, quoi. Et donc là ils m'ont dit voilà monsieur, vous avez une fracture de la cervicale C2. À partir de maintenant, il faudra absolument plus du tout bouger votre tête, sous peine soit de mourir, soit de devenir tétraplégique. Bon, déjà quand il me dit ça, je me décompose, évidemment. Enfin, vous imaginez un peu, si on vous dit ça, la réaction que vous pouvez avoir. Je me suis absolument décomposé. Évidemment, ils m'ont harnaché pour que je puisse absolument pas bouger. Alors, ce qui était bizarre, c'est que moi, je ne sentais absolument rien. Et eux me disaient, si, c'est fracturé. Je vous raconte pas non plus la liste des autres fractures, hein. Il y en avait un petit paquet. L'urgentiste me dit on a prévenu le chirurgien, il va vous opérer demain à la première heure, il passera vous voir et on fera l'opération demain. Et donc évidemment je suis absolument traumatisé. Donc je lui demande quelques détails, je lui demande voilà, il y a des risques, elle consiste en quoi cette opération, est-ce que vous pouvez m'expliquer vite fait? Et il m'explique, il me dit une opération sur la cervicale C2, ça comporte énormément de risques. Et je lui demande de me filer les risques. Il me dit écoutez, vous pouvez décéder sur la table, vous pouvez devenir tétraplégique, ou ça peut très bien se passer. Je peux rien vous dire parce que moi je suis pas chirurgien colonne. Donc il faudrait que le chir vous en dise plus. Pendant qu'on parle de ça, il est appelé d'urgence pour un autre accident de moto. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Donc il est appelé, pendant qu'il m'explique tout ça, il est appelé pour un autre accident de moto. Donc il s'en va et il me laisse comme ça. Donc les infirmières qui commencent à me préparer pour passer la nuit la moins mobile possible. Alors je sais pas si vous avez déjà essayé de ne pas bouger un week-end complet, c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, donc il s'en va, il me laisse moi et ma gamberge. Et là dans mon esprit ça commence à gamberger. Et là je peux vous jurer que quand on vous dit ça, la passion de la moto, ça vous paraît ça vous paraît tellement futile, tellement j'ai eu un décalage absolu entre ma passion de la moto et là où elle m'avait amené. C'est-à-dire la veille d'une opération de la cervicale C2, un risque de mourir ou un risque de tétraplégie complète. En gros, moi à ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'étais en train de prier pour mourir, pas pour parce que je sais pas pour vous, mais je ne pourrais absolument pas vivre. Je ne pourrais absolument pas vivre en étant tétraplégique, en étant en mode légume. Je préfère mourir. Voilà. Pour moi, c'est moins pire de mourir que ça. Et donc voilà. Et ça commence à gamberger, et ça a gambergé, et ça a gambergé, et ça a gambergé. Je m'en suis voulu. C'est un truc de dingue. C'est vraiment... Je souhaite vraiment ça à personne. Parce que à ce moment où on me le dit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Ouais, peut-être qu'il y a un risque que... Non, c'est... Vous mangez plus, vous ne buvez plus. Demain matin, première heure, on vous opère. Et il y a des gros risques. Voilà, donc là, voilà, bon bref, j'essaye de dormir, j'y arrive pas, enfin bref, j'ai passé 24 heures, j'ai pas dormi des 24 heures quasiment, ça a été ignoble. En début de soirée, il me sort des urgences, il me transfère au service de réanimation pour me surveiller la nuit en attendant mon opération. Et l'urgentiste revient me voir, il vient prendre des nouvelles, il me dit vous savez que vous êtes super chanceux. Et je lui dis pourquoi? Et il me dit parce qu'on vient de ramener un autre motard, français comme vous. Et lui il a eu beaucoup moins de chance que vous. Là évidemment, quand on entend ça, voilà, moi déjà j'étais au fond du trou. Le mec il me dit le mec a eu moins de chance que toi. Enfin je vous laisse imaginer quoi. Et le truc qui se passe, c'est qu'il ramène ce mec en service de réanimation, il le ramène dans la chambre juste à côté.
Alors évidemment, là-bas c'est même pas des chambres, c'est quasiment des rideaux, donc j'entends tout ce qui se passe. Et je vous jure que j'ai passé la nuit la plus ignoble de toute ma vie parce que le motard en question, il était entre la vie et la mort. Et je ne sais pas, alors d'aujourd'hui je ne sais pas ce qui lui est arrivé parce que le personnel soignant n'a pas voulu me dire ce qu'il en était. En général, quand ils ne disent rien, c'est que je m'attends au pire. De ce que j'en sais, ce motard en question, il a perdu le contrôle de son véhicule dans les Ardennes et il s'est encastré dans une glissière et visiblement il était vraiment très très mal en point. J'ai entendu des choses au cours de la nuit, ils essayaient de le réanimer à plusieurs reprises, il se stabilisait, il repère des pieds, etc. Enfin, ça a été un enfer. Et imaginez que moi je suis en train de gamberger à ma propre situation, en train de me dire mais putain, mais comment je vais faire si demain je suis tétraplégique? Comment je vais faire si je meurs? Mon fils, enfin, qu'est-ce que va devenir ma famille si je décède? Qu'est-ce que va devenir ma famille si je deviens tétraplégique? Des milliards de questions qui se bousculent. Et à côté, dans la chambre à côté, un motard qui est en train de lutter pour survivre. Et ce qui a fini de m'achever, c'est que ma famille, ils sont venus me voir évidemment dès qu'ils ont su. Et ils ont croisé sa famille qui venait d'arriver. Et ils ont croisé donc sa femme en pleurs, ses parents en pleurs, un petit garçon de 2-3 ans, un truc comme ça. Enfin, il ne savait pas trop l'âge, mais c'était un tout petit qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, quand ma famille elle m'a raconté ça, moi j'ai essayé de les rassurer, évidemment, j'ai essayé de blaguer avec eux, etc. Mais quand ils m'ont raconté ça, je vous assure que là, la réalité des dangers qu'on prend à moto, et là tu bascules dans une autre réalité. Dans la réalité de, voilà, c'est pas un jeu, il n'y a pas de bouton play again, il n'y a pas de... C'est vraiment, tu emmènes avec toi toute ta famille, et c'est vraiment... Je sais pas comment vous transmettre ce sentiment, parce que voilà, je le souhaite absolument à personne. Mais là, on se rend compte vraiment que c'est vraiment chaud. Et c'est pour cette raison que maintenant je monte plus en bécane si je suis pas top équipement, si je fais pas attention, etc. Parce que les risques, ça va trop loin. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc voilà. Donc malheureusement, je ne sais pas si ce motard a survécu. J'aurais une tendance à penser que non, parce que j'ai entendu un coup de fil au cours de la nuit, je ne vais pas le dire ici, je ne vais pas en parler, mais j'ai entendu un coup de fil, rien de précis, mais voilà, c'est pas le genre de coup de fil qu'on passe à la famille, quand ça va bien. Donc voilà, j'ai entendu des choses que j'aurais pas voulu entendre. Et en plus, parce que évidemment je demandais des nouvelles au personnel soignant, et ils n'ont pas voulu me donner de nouvelles. Au début, tant qu'ils ne savaient pas, ils me disaient on ne sait pas, etc. Donc ils me disaient. Puis après, au bout d'un moment, ils ne voulaient plus me donner de nouvelles. Donc en général, quand c'est comme ça, c'est jamais bon signe. Donc voilà, donc arrive tout ça en même temps. Et moi, je dois dealer avec ça. Et me dire, mais putain, mais fuck la moto, quoi. Fuck la moto. La moto, fuck. Et je vous dis ça, je suis assis sur une moto. Voilà, c'est en général, plus on devient valide et plus on devient con. Et ça, c'est vraiment ça. Bref, donc la nuit, elle a été interminable. Entre, j'ai pas réussi à dormir. Entre les urgentistes qui essayaient de le sauver, entre la gamberge, me dire mais putain, mais qu'est-ce que je vais devenir si je suis tétraplégique, qui va prendre soin de ma famille, etc. Enfin, à ce moment, je me posais pas la question de savoir si j'allais reprendre la moto ou pas. Parce qu'à ce moment précis, la seule inquiétude, c'est j'espère que l'opération va bien se passer et que je vais pouvoir remarcher. Là, il n'était même pas question de moto, de ci ou de ça. Alors, et donc le lendemain matin débarque le chirurgien colonne dans ma chambre. Et il vient tranquille, pas de stress.
Et il commence à faire une consultation. Il regarde où j'en suis, est-ce que j'ai mal, etc. Bref. Et il me dit, il y a peut-être une chance qu'on n'ait pas besoin d'opérer. Je lui dis, ah bon, une fracture de C2, vous opérez pas? Il me dit, ouais, on n'est pas certain que ce soit une fracture, donc je vais aller, vous allez refaire un scanner et on va vérifier ça. Donc il me renvoie le matin refaire un scanner, des radios, etc. Et là, tranquillement, il débarque. Il débarque avec un gros sourire jusqu'aux oreilles. Et il me dit, j'ai une bonne nouvelle. Et je lui dis, laquelle? Et il me dit, bah, il n'y a pas besoin d'opérer. Et je lui dis, pourquoi, vous n'allez pas opérer une fracture? Il me dit, bah non, mais en fait, il n'y a pas de fracture. Pardon, je suis pas médecin, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment c'est possible de diagnostiquer une fracture alors qu'il n'y en a pas? Je comprends pas. Il me dit, ouais, bah écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé au premier scanner. Si ça se trouve, il y avait un vaisseau qui était en travers de la cervicale et mes collègues ont pensé que vous aviez une fracture. Là, vous imaginez pas une seconde. Vous n'imaginez pas une seconde ce que j'ai pu ressentir. Je veux dire, dans la vie d'un être humain, dans cette situation, il n'existe pas de meilleure nouvelle que celle-ci. Ça n'existe pas. Parce que j'avais accepté l'idée, j'avais vraiment accepté l'idée de me faire opérer de la colonne C2. J'avais accepté l'idée du risque que je pouvais être tétraplégique. J'avais accepté l'idée que je pouvais mourir. J'avais accepté, j'avais dealé avec ça. Et le chirurgien débarque et il me dit, bah non, bah finalement t'as pas de fracture mec, vas-y tu peux. On enlève la minerve. Et voilà, et donc vas-y essaye de bouger un peu, t'as pas mal, c'est bon, bah c'est bon, tu n'es pas obligé de la remettre. Putain, alors là je peux vous dire que mes fractures, je vous jure, j'étais cassé de partout, hein. J'étais cassé vraiment de tous les côtés. J'avais pneumothorax, j'avais fracture les deux poignets, j'avais vraiment la totale. J'étais vraiment tout pété de partout. Et ben je peux vous jurer que ça a été le soleil de ma journée. C'est un truc de fou. Vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là. On peut pas, dans cette configuration-là, on ne peut pas avoir de plus belle nouvelle que celle-là. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai été heureux, mais j'avais envie de lui rouler une pelle au chirurgien. J'étais extrêmement heureux, j'étais vraiment, j'étais sur un nuage. Mais en même temps, quand j'ai entendu les personnels soignants à côté partir, revenir, parler, etc., cette joie elle est très vite retombée parce que il y avait un copain à côté qui est en train de jouer sa vie. Et je peux vous garantir que même en étant heureux dans votre situation, eh ben vous vous dites que ça peut être vous à côté. Et que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe lequel d'entre nous là. Ça peut arriver à n'importe qui, vraiment. Et là ça calme quoi. Donc ce dimanche là, parce que c'est un samedi que j'ai eu un accident, donc c'est le dimanche que j'ai vécu cette journée. Cette journée très bizarre, c'est vraiment très particulier de vivre ces sentiments, un mélange de plein de sentiments entre la joie, entre être tout pété, être fatigué parce que j'ai pas dormi, être inquiet pour le copain à côté, être coupable parce que ma famille a fait 300 bornes aller, 300 bornes retour pour venir me voir durant toute la semaine où j'étais à l'hôpital, tous les jours quasiment. Donc vraiment un sentiment, vraiment un mélange de plein de sentiments différents qui a fait que je ne souhaite cette journée absolument à personne. Et vraiment, si vous n'avez pas investi dans du matériel, les mecs, faites-le parce que l'urgentiste m'a dit si j'avais pas le matos que j'avais, je serais pas là, je serais mort. Et voilà. Vous hésitez à mettre du cuir, mettez du cuir, ne vous posez pas de questions. Vous hésitez à investir dans du matos, investissez, ne vous posez pas de questions. Donc on en arrive au dilemme. Donc tout ce week-end là, ça remet en perspective toute ma vie, mes responsabilités, ma pratique de la moto, ça a tout remis en perspective. Donc là je me suis dit voilà, j'ai que des os cassés, rien de grave, Dieu merci.
Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors le dilemme a commencé à germer à partir du moment où ma femme m'a demandé, m'a dit bah c'est bon, on a fini avec la moto, tu vas la revendre, j'espère que c'est fini, hein, t'as compris ta douleur. Et là évidemment, comme tout motard qui se respecte, je lui dis bah non, je sais pas si j'arrête, j'ai pas encore décidé. Bon évidemment, je vais pas contente. Et donc là, le dilemme a commencé à germer. Et je me dis voilà, c'est quoi le but c'est quoi le but d'une vie, c'est quoi le but de ma vie? Est-ce que c'est d'être égoïste, de penser qu'à ma gueule et ne pas penser à ma famille, parce que là évidemment je mets l'avenir de mon fils en jeu, voilà, tout un tas de questions que tous les papas motards connaissent. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle, etc. Une fois que le dilemme s'est enclenché, là il y avait devant moi trois options qui s'offraient à moi. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai, même si j'ai en partie décidé, j'ai pas vraiment décidé encore. La première, c'est j'écoute ma femme, je revends la moto, terminer la moto, c'est fini, et puis je passerai mon temps à baver devant les copains qui passent, etc. Et je serai un mec frustré, mais responsable. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je revends la XR, j'achète une GS et je me mets en mode touring, pépère, papy, c'est-à-dire en mode cruising, comme dirait le copain, rien à foutre. Voilà, en mode vraiment juste pour le voyage, la balade, le road trip, sans chercher la petite balade sportive et les petites sensations dans les virages. Ça, c'était la deuxième option. La troisième option qui s'offre à moi, c'est je revends la XR, j'achète un S1000 RR, donc le truc le plus violent qui soit, et j'achète une combarde, j'achète des polis et je l'équipe pour la piste, mais que pour la piste, c'est-à-dire que il n'y a pas question de la prendre sur la route et de ne faire que de la piste. Ça, c'était la troisième option, et c'est même une option qui me travaille encore à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, en fait, les trois options, hormis la première, parce que je vous expliquerai après pourquoi la première je l'ai un peu écartée, mais ces trois options, salut copain, les deux autres options, elles sont encore à l'ordre du jour, j'ai pas encore décidé, et c'est pas impossible. Mais la piste, c'est pas impossible que je me mette, que je me dédie totalement à la piste, même si la piste elle comporte son lot de risques, mais bon, moins que sur la route, évidemment. Donc voilà, donc ça c'était les trois options. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas encore décidé clairement quelle option, donc je suis dans la quatrième option qui est je retourne case départ et je reste avec la XR et je reste à m'amuser à chercher des petits coins sympas à Virolo et puis chercher à m'amuser dans les virages. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans ce truc là. Donc j'ai un petit peu écarté l'idée d'arrêter définitivement la moto pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est est-ce que je serais plus heureux si j'assume mes responsabilités, mais si je ne vis pas pleinement ma vie. Et voilà, donc dans cette vie, j'ai des grands principes qui me guident. Et étant jeune papa, j'aimerais guider mon fils. Et quel message je lui transmets, quel message je transmets à mon fils si je lui dis d'un côté, écoute, vis ta vie, vis ta vie pleinement, vis tes rêves, ne laisse pas les gens décider à ta place, ne laisse pas ceux qui doutent de tout te guider, etc. Et vis tes rêves à fond. Et en même temps, moi, lui avoir donné l'exemple inverse, c'est-à-dire d'avoir abandonné mes passions et ce qui me faisait vibrer par peur de mourir, par crainte. Donc voilà, donc
c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Salut copain. Donc je ne sais pas. J'ai pas de réponse toute faite. Mais ce qui est à peu près certain, c'est j'aimerais élever mon fils dans l'idée qu'il peut faire absolument ce qu'il veut, du moment qu'il s'en donne les moyens, et qu'il vaut mieux vivre une vie courte mais pleine qu'une vie longue et pénible. Et voilà. Donc, et si j'arrête la moto, je vais envoyer deux signaux contradictoires. Donc je ne peux pas raisonnablement vivre une partie de ma vie, laisser de côté des passions et des trucs qui me font respirer par la peur, par la crainte. Voilà. Je crois que ça me fait penser à un proverbe qu'un jour un motard m'a dit, enfin qu'une femme de motard m'a dit. Elle m'a dit nous on garde comme devise: va où tu veux, tu mourras où tu dois. Et si on y réfléchit, c'est vrai. Va où tu veux, parce que tu mourras où tu dois mourir. Et que je suis... Bon alors après, je vais pas rentrer dans des débats de religion, hein, mais je suis un croyant, donc moi je crois au destin. Je pense que on a une destinée, et que si tu dois mourir, si c'est ton heure, même si c'est dans ton lit, tu vas mourir dans ton lit. Bref, je vais pas aller plus loin que ça. C'est juste pour vous donner un peu ma vision du monde. C'est pas pour essayer de convaincre qui que ce soit, hein. C'est juste pour partager avec vous les raisons pour lesquelles je n'ai pas arrêté la moto. Voilà, bref. Donc voilà, étant donné que je pars de ce principe-là, donc arrêter la moto, ce serait renier ma philosophie de vie. Ce serait renier l'enseignement, l'éducation que j'ai envie de donner à mon fils. Alors maintenant, les gens, les gens un peu sensés et un peu terre à terre et un peu responsables, ils vont me rétorquer: ouais, mais tu veux éduquer ton fils sur certaines philosophies, mais si t'es mort, tu vas rien éduquer du tout. Et ils ont 100% raison, ça c'est vrai. C'est exact. Si tu meurs, tu vas éduquer que dalle. C'est là où le débat il se fait, c'est là où on peut être pour, on peut être contre. Voilà. Moi je sais pas si arrêter la moto, ça va me garantir de vivre une longue vie. Si arrêter la moto, ça me garantissait de vivre une longue vie, là, on pourrait dire que c'est criminel de continuer la moto. Mais vous savez, de nos jours, arrivé à 40-50 ans, 2 personnes sur 3 on leur décèle des cancers, des machins, des maladies dans tous les sens. Donc voilà, c'est compliqué. Donc voilà, est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie longue et chiante, ou est-ce qu'il vaut mieux vivre pleinement sa passion, quitte à prendre des risques? Voilà, donc j'ai pas de réponse toute faite, hein. J'ai une partie des réponses pour moi, c'est je ne suis pas certain de vivre plus longtemps si j'arrête la moto. Je ne suis pas certain d'être plus heureux enfin, quand même dans la vie, comment vous voulez diffuser du bonheur si vous-même vous n'êtes pas heureux? Je veux dire, comment on peut diffuser du bonheur si nous-mêmes on n'est pas heureux? Comment je peux je pourrais très bien partager des week-ends GP avec mon fils, de partager plein de choses. Mais quel message, quelle image, quel exemple je donnerais de moi si j'étais un père qui a peur de tout, qui flippe pour tout? La peur n'exclut pas le danger, ça c'est certain. Donc voilà, j'ai pas envie de ressembler à ces parents qui surprotègent leurs enfants, qui ont peur de tout, qui se privent de plein de choses juste par peur d'eux. Voilà, c'est pas ma philosophie de la vie. Et donc arrêter la moto, je suis pas... Voilà, je ne sais pas. Je suis pas encore super convaincu. Le truc c'est que si j'étais célibataire,
je me poserais pas toutes ces questions. Si j'étais célibataire, je me poserais pas toutes ces questions. J'irais pas jusqu'à risquer ma vie bêtement et connement, mais je me poserais pas toutes ces questions. Mais ce qui change la donne, c'est vraiment le fait d'être papa, qu'il y a une famille qui dépend de moi, et c'est vraiment particulier. Mais bon, voilà. Donc, désolé, la vidéo elle est très longue, mais c'est important de prendre le temps de discuter de ces choses-là. Enfin, c'est important pour moi en tout cas de partager avec vous ces questions, ces doutes, parce que je suis à peu près certain que ce genre de questions et ce genre de dilemme, il y a des milliers de motards qui l'ont eu avant moi. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'ai pas encore croisé de vidéo qui parlait de ce dilemme là. Donc voilà, j'aimerais bien partager ça avec vous. J'aimerais bien avoir vos retours et voir comment, si vous êtes papa et que ça vous est arrivé cette gamberge, est-ce que ça vous est arrivé ces doutes, est-ce que ces questionnements vous est arrivé, et comment vous dealez avec ça, comment vous dealez avec le fait que la famille elle soit absolument contre votre passion de la moto, que votre famille, que votre femme s'inquiète à chaque fois que vous prenez la bécane. Parce que moi c'est mon cas, à chaque fois que je prends la bécane, ma femme s'inquiète. Évidemment, je peux pas lui ôter cette inquiétude. Et voilà, donc tout se complique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord. Hein. Si vous étiez dans mon cas, vous auriez choisi quelle option, et ou éventuellement une autre option, je ne sais pas. Hein, j'ai peut-être pas pensé à toutes les options. Donc voilà, je serais curieux d'avoir vos avis. Elle était longue cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais ça me paraissait important de partager avec vous ces questionnements, ces doutes, ce dilemme,